Parfois, on se sent mollasse ou mollasson. On a un coup de mou, quoi. Mais ce ne sera pas nous ce soir, car nous allons vous parler avec énergie de sciences molles. Sachant, on est bien d'accord, que les définitions de sciences dures ou sciences molles, c'est une question de sémantique avant tout. On parle bien de sciences dures comme les maths ou la biologie, de matières molles comme en physique des matériaux, et de sciences molles ou douces pour les sciences humaines et sociales. Et tout le monde est loin d'être d'accord pour ces dénominations. Mais qu'à cela ne tienne, tout cela n'est que problème de définition, et ce soir, nous allons parler science autour du thème de ce qui est mou. Nous sommes le mercredi 17 avril de l'an 2024. Bienvenue sur Podcast Science pour notre épisode 508. Donc pour cet épisode, ce sera moi, Irène, qui vais vous servir de présentatrice, de maître de cérémonie. Et je suis accompagnée donc par Johan, qui se trouve à Paris. Bonsoir. Par Cléora, qui est en Normandie. Salut à tous. Et puis voilà, en fait, nous sommes tous les trois. Et on vous a concocté des tout petits dossiers. Ça sera une émission assez rapide ce soir, mais ça ne veut pas dire inintéressante, sur le thème de la molle. Et on va commencer par Clément, qui va nous parler probablement de sciences molles. C'est à toi, Clément. Je vais reprendre tes définitions que tu as fait en intro de sciences molles et sciences dures. Donc les sciences molles, comme tu as dit, donc ça regroupe plutôt les sciences humaines et sociales, donc c'est-à-dire la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, les sciences de l'éducation et j'en passe, etc. Et aux sciences molles, on y oppose donc les sciences dures qui regroupent les autres sciences qu'on appelle les sciences formelles et les sciences de la nature, comprenant les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Ok, là ça paraît clair et on pourrait presque que je pourrais arrêter là à la chronique puis dire que bah voilà, j'ai défini les sciences molles et les sciences dures. Ok. Facile. Voilà. Sauf que c'est une distinction, une catégorisation assez populaire entre sciences molles et sciences dures, mais qui est trop grossière et à la va-vite. Elle n'a, enfin en tout cas à ma connaissance, plus aucune valeur épistémologique. C'est juste une distinction utilisée dans le langage courant. Et pas que depuis aujourd'hui. Elle date depuis un petit moment déjà. Elle se serait installée dans le langage courant avec l'avènement de l'informatique en fait. Au milieu du 19e, du 20e même, alors qu'en informatique on utilise de plus en plus les mots de hardware et software, l'expression s'installe aux États-Unis avec analogie en fait en utilisant les mots hard et soft pour la science, entre hard science et soft science. Littéralement sciences dures et sciences douces. Comme si les sciences dures étaient le matériel informatique et les sciences molles les sciences qui se reposent sur ce matériel pour exister. Une classification qui pose question puisque si on suit cette logique, rien que parmi les sciences dures, pour faire de la biologie, on se repose aussi sur la chimie et pour faire de la chimie, on se repose aussi sur la physique. Etc., etc. Ça, c'est ce qu'on en dit ici et là pour l'origine de l'expression. Mais j'ai cherché un peu plus en profondeur. Et je suis alors tombé sur un bon morceau de 40 pages d'un historien d'Harvard, un certain Stephen Shapin, publié en 2022. Et tout un article juste sur ces expressions de sciences dures et sciences molles. Et j'étais étonné d'apprendre que les premières publications académiques, reprenant l'expression de sciences dures et sciences molles en fait, proviennent des sciences sociales elles-mêmes dans les années 60. Et je dis que c'est étonnant car souvent quand on évoque les sciences molles, c'est pour discréditer les sciences humaines et sociales, comme si elles étaient à peine des sciences. Les sciences dures seraient plus difficiles à comprendre en donnant des prédictions plus précises et exactes. Alors qu'à l'inverse, les sciences molles seraient plus faciles à comprendre et donnant des prédictions malléables et instables dans le temps en gros. Ou en extrapolant même, si on pourrait dire, que les sciences dures soient de vraies sciences, purement objectives, et que les sciences molles ne soient qu'à peine des sciences où la subjectivité entre énormément en compte. J'ai une petite question aussi, parce que donc j'apprends que ça vient du coup de hardware et software, mais du coup ça veut aussi dire qu'en anglais c'est sans doute nettement moins péjoratif quand même aussi. Soft par rapport à molle, non je sais pas, j'ai une vision moins mais pour dire soft science, est-ce que c'est aussi péjoratif que science molle qui est pas très
Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, Irène, toi qui as vécu? Mais ouais. Au niveau linguistique. Mais après, ça a la même signification, je veux dire, que ce soit anglophone ou francophone après. Mais c'est vrai que soft, ça fait plus doux. Mais même en français, des fois, on l'utilise plus, des fois science douce, des fois aussi. Ben c'est vrai que science douce, il y a pas, je trouve qu'il y a pas trop de contexte péjoratif, mais science molle, c'est vrai que le mot molle, ça fait pas, Ouais, si on disait science douce, je pense que ça serait plus amélioratif que science molle, Ouais. Et j'ai pas trouvé, parce que ça c'est un article anglophone, et j'ai pas trouvé où est-ce que ça vient de molle, justement. Comment c'est arrivé de science douce à science molle, justement. Ça... peut-être que au début c'était science molle d'anglais, et puis en français on n'a pas aimé. On n'a pas aimé, justement, donc on a trouvé une alternative douce. Non, c'était soft à la base. Donc c'était doux. C'était doux. Donc c'est vraiment de la langue française. Non, parce que soft peut aussi vouloir dire mou dans certains contextes. Ouais, en physique, ouais. En physique des matériaux, ils disent bien soft materials. Ouais. Bon, bref. On te laisse continuer, Clément. Ouais. Et j'ai dit donc que ça venait plutôt de hardware et software de l'informatique, mais ça, c'est ce qu'on en dit pour l'origine de l'expression. C'est ce qu'on popularise, comme quoi ça a été popularisé comme ça. Mais en fait, ça date d'un peu plus loin encore au niveau de l'histoire dans le langage courant, en fait. C'était popularisé vraiment à travers ça. Et donc, c'est plutôt péjoratif vis-à-vis des sciences molles, parce c'est comme si dire que ça serait pas des vraies sciences, en fait, en gros. Et justement, ça pose alors une question majeure en épistémologie. C'est quoi une science? Alors pour un début de réponse, je peux vous renvoyer vers mon tout premier dossier sur l'épistémologie en l'épisode 410 de Podcast Science, voilà. Mais sinon, pour résumer, une science se définit par, en gros, une bibliothèque de connaissances universelles sur un objet d'étude particulier. Et pour que ces connaissances soient universelles, elles sont acquises par une méthodologie scientifique bien particulière, pour supprimer au maximum toute la subjectivité. Et c'est ça le plus important, la méthodologie. On ne va pas classer toutes les connaissances du monde dès que quelqu'un affirme quelque chose. Ça doit être expérimenté et observé dans la réalité, quitte à pouvoir prévoir les événements étudiés. Et c'est là-dessus, sur le point méthodologique, que la critique est adressée aux sciences humaines et sociales, quand on parle de sciences molles. Que la bibliothèque de connaissances sera acquise de manière trop subjective. Que si des personnes du tout venant, n'ayant aucune méthodologie scientifique, par exemple, pourraient fournir la bibliothèque de connaissances de la science comme ça. Ça, c'est le préjugé que sous-entend l'expression sciences molles. Sauf que, en réalité, contrairement à l'implicite supposé des sciences molles plus faciles à étudier, les sciences humaines et sociales sont difficiles à étudier, du fait de leur objet d'étude, qu'on ne peut pas isoler au bon vouloir. Par exemple, en sciences sociales, je vais citer un anthropologue, Maurice Godelier. En sciences sociales, les sociétés ne sont pas des objets que l'on peut faire entrer dans un système de machines et sur lesquels on pourrait se livrer à des expériences. Seule l'histoire est le lieu des expérimentations. On ne peut pas, en gros, isoler l'objet pour l'étudier. Attends, il a dit que l'histoire, elle, était une science expérimentale, c'est ça? Ouais. En gros, c'est la seule expérience, en fait. Je suis pas sûr qu'il dise ça. Il dit l'histoire est le lieu des expérimentations. Ouais. Et il dit pas que l'histoire est une science, en fait. Il dit que c'est l'histoire qui sert de... Alors, là, il parle de l'histoire comme quoi le temps s'écoule, je pense. D'accord. Le fait que ce soit le temps qui s'écoule, parce que d'accord, parce que ça, on pouvait interpréter comme nous en anthropologie, on n'est pas expérimental, mais l'histoire, eux, ils peuvent faire des. Mais c'est on fait pas non plus des révolutions pour faire l'expérience, quoi. Non, dans le contexte. Non, mais c'est l'histoire qui te sert de milieu d'observation, d'expérience. Ouais. D'accord. Ouais. C'est la vie de tous les jours, en gros, qui se passe avec le temps, quoi. Ouais. Donc on peut pas isoler l'objet pour l'étudier. Du coup, les sciences humaines et sociales utilisent d'autres méthodes, en plus, pour acquérir des connaissances. Différents types de questionnaires, des entretiens, des observations, différentes techniques. Donc, par exemple, si c'est dans le lieu de l'histoire, justement, au cours du temps, on a des phénomènes de cohorte, on étudie des ensembles de populations entières. Donc tout ça, questionnaires, entretiens, techniques d'information, d'observation et autres méthodes qualitatives. Et tout ça établi à l'avance en fonction de l'expérience et au mieux standardisé pour pouvoir être réutilisé dans de prochaines études et faire des comparaisons adaptées, etc. Donc, toute une nouvelle méthodologie sur les méthodes qualitatives. Une deuxième critique de base qu'on occulte aux sciences molles implicitement à travers cette expression, c'est le manque de formules mathématiques pour pouvoir expliquer les connaissances adaptées en fait là-dedans.
Ça, c'est une critique caricaturale positiviste, en fait, pensant que le domaine scientifique existe uniquement quand le réel est formalisé sous forme mathématique. Donc en gros, ça, je dis grossièrement, c'est ça, c'est le positivisme. Bon. Le positivisme scientifique. C'est de penser qu'on puisse expliquer tout le réel qui nous entoure sous forme de lois mathématiques décrivant les phénomènes de cause à conséquence. Or, je vais pas dire sur comme quoi il y a bien des sciences molles avec beaucoup de chiffres, hein. On peut parler à l'économie, par exemple, qui est une science molle, alors que c'est que des chiffres là-dedans. Ouais, non, mais ça, c'est des théories de mathématiciens encore. C'est pas... Alors le positivisme, à la base, ça vient d'Auguste Comte, ça date encore du 19e, fin du 19e. Ouais. Ah bah d'ailleurs, il y a une question dans la chatroom, justement. Ouais, bon, là-dessus. Ouais, sur Auguste Comte, oui, de Damien. Ouais. C'est vraiment pas Auguste Comte, les histoires des sciences dures. Ouais. Alors Auguste Comte, il avait déjà fait une classification des sciences, justement, des mathématiques jusqu'à la sociologie, comme quoi il y aura une sorte de classification où il y a de moins en moins de maths, en gros, c'est moins en moins formalisé. Et pour lui, il parlait pas de sciences dures ni de sciences molles. Et pour lui, la reine discipline de toute science, c'est la sociologie. Ah. Parce qu'elle prend en compte toutes les autres sciences à la base. Ah, d'accord. Et donc c'est le haut du panier. Ouais. Ça, c'est sa vision. Et du coup, c'est le positivisme aussi, ça. Donc c'est pour ça que je dis en gros que c'est à peu près ça, parce qu'il y a plein de nuances là-dedans. Mais ouais. D'accord. Et donc dans le positivisme, il cherche souvent à donner des lois sous forme logico-mathématique, décrivant les phénomènes de cause à conséquence, de cause à effet. Or, souvent, ce qu'on observe, c'est que tout n'est pas causalité linéaire, où il y a une cause qui donne une conséquence. Souvent, en sciences humaines et sociales, la causalité s'explique sous forme de statistiques même, ou de probabilité. En plus, quasiment tout le temps, il y a de nombreuses causes. Et si c'était pas suffisant, parfois, la conséquence influence la cause, telles des boucles de rétroaction. D'ailleurs, qu'on peut retrouver aussi en biologie, qui sont parmi les sciences dures. Comme quoi les classifications sont très basiques là-dessus. Tu nous donnes un exemple en sciences humaines là-dessus? Alors, parce que moi, je vois bien en biologie, mais... J'en ai pas trouvé de simple en écrivant la chronique. Ouais. J'en ai pas en tête, en fait. Je vais chercher, ouais. Depuis l'écriture de la chronique, j'ai cherché si je pouvais en trouver facilement, mais je l'ai pas trouvé. Merde, le piège. Non, le seul qui vient justement, c'est en biologie avec les rétroactions des hormones, par exemple. Oui, ouais. D'accord. Ok. Non, mais je sais pas, on peut penser, je sais pas, qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent quelque chose, et si le prix de ce truc augmente, et du coup ils en mangent moins. Ça, c'est une rétroaction. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je t'avouerais que des fois que c'est assez subtil et il y a des phénomènes où on pense qu'il y a une rétroaction alors qu'il n'y en a pas. Mais ouais. Bon, bref, à réfléchir. On va réfléchir. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des exemples, vous les mettez en commentaire ou quoi que ce soit. Et puis on prend. Ça, je n'ai pas trouvé en tout cas. Non. De toute la rédaction de la chronique, j'y ai pensé à trouver un exemple, mais j'ai pas réussi à trouver. Ouais. Donc tout ça, comme quoi il y a plusieurs causes, des fois, qui donnent à une conséquence, des fois aussi des rétroactions, comme quoi la conséquence influence la cause, etc. Tout ça, c'est des contradictions presque qui sont difficiles à formaliser avec de simples calculs mathématiques. Donc c'est un peu une critique justement au positivisme qui critique les sciences molles. Bref. Et justement là-dessus, en épistémologie, certains philosophes parlent plus de sciences complexes au lieu de sciences molles. Ah, mais ça, c'est malin, ouais. Complexe dans le sens donc où il y a plusieurs causes et parfois les conséquences influencent les causes, etc. Et même que l'expérimentateur fait partie de l'expérience et doit être pris en compte. Comme quoi la complexité va même jusqu'à la prise en compte de l'expérimentateur. Parce que quand on étudie un atome, on peut l'isoler et se dire que j'observe depuis l'extérieur de l'atome. Ça va. Mais quand on étudie l'humain ou la société, on ne se détache jamais de l'objet étudié, puisqu'on fait partie de ce même objet étudié. Oui. Donc la personne étudiant l'humain ou la société interfère toujours avec son objet étudié. Donc tout le but de la démarche scientifique est alors de prendre en compte, en plus, durant son analyse, tous ces biais-là, ces biais d'interprétation, etc. Pour terminer, l'objectivisme pur, c'est-à-dire qu'on puisse étudier le réel indépendamment de l'observateur, n'existe pas.
Il y a toujours une construction de l'esprit ou au moins une interprétation des données. Et ça, quelle que soit la science. Mais c'est d'autant plus vrai quand l'objet étudié nous concerne directement, où il faut être d'autant plus prudent pour éviter les biais. Alors moi, je retiens quand même qu'il y a des sciences complexes, par opposition aux sciences simplistes, quoi, comme les maths ou la physique. Non, je rigole. En fait, j'adore les maths et la physique. Mais... Non, mais j'aime bien cette façon de présenter différemment, utiliser sciences complexes. Ça me plaît bien ce mot. Mais en fait, on peut extrapoler ça à toutes les sciences, en fait, parce que maintenant, quand on étudie un domaine, c'est plus de la pluridisciplinarité qui se rend compte de plus en plus maintenant. Plusieurs sciences pour faire un papier dessus. L'astronomie, pour le coup, est une science qui n'est absolument pas expérimentale. Nous ne pouvons pas non plus isoler les objets d'étude, puisqu'ils sont plus gros que nous. C'est vrai. Beaucoup. Ouais. Donc toutes les sciences dures ne sont pas expérimentales. Après, est-ce que un astre n'est pas isolé par nature parce qu'il baigne dans le vide, par exemple? Alors, au premier, tu disais qu'est-ce que tu pouvais l'isoler pour faire une expérience dessus. Donc oui, par contre, effectivement, il est beaucoup plus isolé au sens où on a beaucoup moins d'impact dessus. C'est effectivement, quand tu fais une mesure, normalement, t'as pas d'impact vu que la lumière en a été émise il y a plusieurs centaines d'années, donc normalement, t'es plutôt tranquille. Tu risques pas d'impacter la mesure au moment où elle a été émise, quoi. Pour reprendre sur ta conclusion, il y a un sociologue des sciences qui s'est beaucoup amusé justement à parler des scientifiques qui pensaient qu'ils faisaient des sciences dures c'est le Bruno Latour. Et il y a un super podcast qui était sorti sur France Culture que vous pouvez trouver qui s'appelle En mode Bruno Latour. C'est 4 heures où Bruno Latour du coup étudie les scientifiques qui pensent qu'ils font des sciences dures avec les outils des sciences molles. Et c'est très chouette, c'est très très chouette à écouter. Et en fait son terrain d'étude, en fait il dit que en fait les scientifiques qui pensent qu'ils font des sciences dures finalement ont eux aussi des biais et des interprétations qui leur sont propres et qui vont aussi impacter sur leurs résultats comme toute autre science non mathématisable. Ouais. Ah ouais, on mettra les références du podcast dans les notes d'émission. Ouais, c'est super intéressant. Et ben du coup, ça nous fait une excellente transition pour Joanne, qui va nous parler de Joanne. La molle. La vraie. Voilà. La vraie. La vraie. Trêve de jeux de mots douteux, de mous calembours et de flasques comparaisons. Je suis là pour vous parler de la molle, de la vraie, de la physique bien dure avec un seul L. La molle, donc molle avec un seul L, est une commune française située dans le département du Var qui, à mon avis, doit dépenser une fortune pour remplacer ses panneaux d'entrée d'agglomération régulièrement volés. Je suppute, je sais pas, mais bon, ça m'étonnerait pas que, voilà, il y a un village qui s'appelle La Molle. Voilà. Plus sérieusement, la molle, M-O-L-E donc, et comme le thème de l'année le laisse présager, parce que à l'origine c'était ça, cette émission, c'est notre thème annuel qui est sur les unités du système international. Donc la molle est une unité du système international. Mais c'est une unité un petit peu particulière. Alors pourquoi ? Parce que c'est une unité de comptage pour les atomes ou les molécules. Donc en fait c'est une unité comme dire par exemple qu'une douzaine c'est une unité pour les œufs. Oui, pour les œufs on parle en douzaines. On peut dire donnez-moi 2 douzaines d'œufs, je vais faire des crêpes pour ma dizaine de gosses. Super. Tu es ambitieux, Joanne, je vois. Mais vous imaginez bien que pour les atomes, une douzaine, ça fait pas lourd. Ni même une vingtaine, ni même une centaine. Non, pour les atomes, on doit utiliser un gros nombre pour dire donnez-moi un paquet de molécules d'oxygène. Voilà. Donc là, la mole, c'est une façon de compter les molécules. C'est une mole, c'est un paquet de molécules. Et donc, c'est une façon de compter une quantité de matière. Mais en fait, si on y réfléchit, on a déjà une unité qui nous permet de compter les quantités de matière. C'est la masse. Et d'une manière générale, c'est ce qu'on fait quand les nombres deviennent très grands. Donc ainsi, pour rester dans les crêpes, on vous demande rarement de mélanger 3 œufs et 56 657 233 968 grains de sucre. Effectivement, on va sans doute dire, on va dire 3 œufs, on va rester dans le dénombrable, et puis après, pour les grains de sucre, on va passer quand même en masse. C'est quand même plus simple à compter. Voilà. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas exactement faire ça? Eh bien, pour les atomes. Et donc, pour ça, il faut faire un petit peu de chimie.
Et donc, nous allons prendre une relation très simple. Voilà. On va mélanger un atome de carbone et un atome d'oxygène pour faire une molécule de monoxyde de carbone. Donc, ça fait C plus O égale CO. Donc, c'est pas vraiment exactement comme ça que le monoxyde de carbone se forme, parce qu'en fait, il n'y a pas de C et de O comme ça à l'état naturel. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais voilà, prenons un exemple pour être simple. Voilà. Et la question que les chimistes se posent en permanence, c'est combien je fais pour avoir 1 kg de CO. Donc, pour avoir, mettons, 1 gramme de CO. Combien de grammes de carbone et d'oxygène doivent avoir pour faire 1 gramme de monoxyde de carbone? Et est-ce que, par exemple, juste si on prend 1 gramme de C et 1 gramme de O, et ben est-ce que ça fait 1 gramme de CO? Eh bien non, parce que le noyau de l'atome de carbone est composé de 6 neutrons et 6 protons, qui font à peu près la même masse, alors que le noyau de O est composé de 8 neutrons et 8 protons. Et donc, en gros, les atomes d'oxygène sont légèrement plus lourds. Et donc, si vous prenez 1 gramme de C et 1 gramme de O, et en fait, vous n'allez pas exactement avoir le bon ratio pour créer 1 gramme de CO. Et donc, pour répondre à la question, si vous voulez 1 gramme de CO, il vous faut en fait le nombre de molécules de CO qui pèsent 1 gramme. Et donc, pour ce nombre-là, il vous faut le nombre d'atomes de C, ce nombre d'atomes de C et ce nombre d'atomes de O. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de compter, c'est parce qu'au niveau chimique, au niveau moléculaire, les relations ne se font pas entre des éléments de même masse, ils se font entre des éléments de masse différentes. Et par contre, ce qui est important, c'est le nombre d'atomes de chaque chose. C'est très clair. C'est clair? Voilà. Et du coup, c'est pour ça que les gens se sont posé la question, il suffit de savoir combien pèse un neutron, et vous pouvez transformer en permanence un nombre d'atomes en 1 gramme, et inversement. Voilà. Donc, c'est ce qui fait, du coup, comment pour savoir CO? Donc, vous cotez le nombre de neutrons dans CO, ça, on le sait. Vous prenez le gramme de CO, ça vous donne le nombre d'atomes avec la valeur que vous pouvez multiplier. Ça vous donne, du coup, le nombre d'atomes de C et le nombre d'atomes de O qu'il vous faut. Et après, vous revenez en arrière en utilisant le nombre de la masse de la petite particule de neutrons. Le problème, c'est que la masse d'un neutron, c'est tout petit. Genre tout petit. Et donc, pour éviter d'avoir à permanence à compter des tout petits, et en pratique, ça correspond pas d'ailleurs à ce qu'on fait en chimie, on fait rarement des expériences où on va mélanger un atome d'un truc avec un atome d'un autre, et donc du coup, on va en mélanger un paquet. Et ce paquet-là, justement, c'est la mole. Et donc, on a décidé de se mettre d'accord sur le paquet de neutrons qui font exactement 1 gramme, et le paquet de neutrons qui fait exactement 1 gramme, c'est 1 mole. Donc, 1 mole de neutrons ou 1 mole de protons, c'est 1 gramme. C'est pratique. Et donc, ce nombre, comme je vous l'ai dit, la masse d'un neutron, c'est très petit. Ce nombre, c'est 600 000 milliards d'atomes. Voilà. Donc, ce nombre, 600 000 milliards d'atomes, ou 6,023 10 puissance 23. Donc voilà, ce chiffre de 6,0 10 puissance 23, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Et donc, Avogadro, c'est un chimiste italien. C'est pas lui qui l'a découvert, mais comme il avait fait beaucoup d'expériences en chimie sur des choses qui ressemblaient à ça, du coup, on lui a donné ce nombre d'Avogadro. Voilà. On sait pas grand chose de la vie privée d'Avogadro. J'ai essayé d'aller chercher pour savoir s'il y a des petites anecdotes rigolos. Sa page Wikipédia mentionne seulement qu'il était laid. Ce qui est pas cool. C'est inattendu. Voilà. Et puis après, je me suis demandé, est-ce que c'est pas parce qu'il a enseigné toute sa vie et que du coup, c'était ses élèves qui lui a fait sa répute à la fin de sa vie? Je sais pas. Bref. Le pauvre. Du coup, si vous êtes un physicien célèbre ou un chimiste célèbre, donnez des interviews, faites des photos d'un Paris Match, parce que sinon, ce qui restera à la fin, ça sera le minimum et ça sera pas forcément flatteur. Oh la vache. Voilà. Le pauvre. Alors que c'est un des noms qu'on entend le plus à l'école, quoi. Avogadro, putain. Voilà. Une autre raison apparemment, c'est qu'il a donc le début du 19e siècle en Italie, c'est quand même assez chaud niveau politique, donc peut-être qu'aussi tout simplement il s'est fait assez discret pour ces raisons-là, parce que on pouvait finir en prison, il y a eu pour le moindre chose. Donc voilà, peut-être c'est aussi pour ça qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Voilà. Donc pour revenir, pour vous donner un nombre ordre de grandeur, donc c'est beaucoup quand même. 600 000 milliards d'atomes, c'est beaucoup. Et en fait, c'est tellement beaucoup qu'en fait, c'est applicable qu'aux atomes. Parce qu'en fait, c'est le déficit de la France, non? Non, je rigole.
Si ça, ouais, non, ça fait beaucoup Non, plus quand même, hein. Même en centimes, je suis pas sûr que non, ça colle pas. Non, c'est vraiment beaucoup plus gros que. Ouais, non, je Donc rigole. vous pouvez pas dire combien ça fait, je sais pas, une molle de fourmi par exemple. Donc par exemple, j'ai fait chercher le nombre de grains de sable sur Terre. C'est bien en dessous d'une molle, donc une molle de sable. Donc le nombre de grains de sable sur Terre, c'est 0,00001 molle de sable. Donc c'est 0,1 millimole. Donc voilà. Ah ouais. Le nombre de grains de sable sur Terre, c'est 0,1 millimole. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça correspond à peu près au nombre de moles de silice dans un seul grain de sable. Ah ouais. Voilà, donc il y a à peu près autant de molécules de silice dans un seul grain de sable que de grains de sable sur Terre. C'est fractal. Et donc voilà, en fait, c'est tellement petit, c'est tellement grand comme nombre qu'en fait, c'est applicable que aux choses qui font la taille d'un atome, qui est tout petit, molécule. Sinon voilà. J'ai aussi cherché un nombre très très grand, c'est le nombre d'étoiles dans l'univers. C'est très grand, bah oui, il y a 20 000 milliards d'étoiles dans l'univers. Et bah ça, c'est 0,3 mol. C'est même pas une mole. Mais comment on sait ça, le nombre d'étoiles? Ça n'a rien à voir. Mais... Alors, comment on sait le nombre d'étoiles? En fait, c'est des estimations. Ouais. C'est totalement extrapolé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait, c'est on sait à peu près pour notre galaxie et puis pour les galaxies qui sont à côté de nous, on a fait des estimations et on est tombé environ sur 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et puis après, il y a des gens qui regardent très 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 loin avec leur télescope. Et eux, bah du coup, ils arrivent à voir qu'il y a plein de petits points très loin. Et là, les petits points très loin, c'est même pas les étoiles en fait. C'est ce qui compte, c'est les galaxies. Et du coup, eux, ils ont fait une estimation que dans certaines zones de l'univers qui étaient très sombres, ils ont pointé leur télescope et puis ils ont compté un certain nombre de galaxies. Et après, ils ont aussi extrapolé à tout l'univers. Et donc, avec cette extrapolation, on tombe, je crois, quelque chose qui est à peu près du même ordre de grandeur, qui serait 300 milliards aussi de galaxies. Alors les chiffres sont pas forcément exactement les bons, mais en gros c'est ça. C'est 300 milliards de galaxies et puis 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et donc si on fait cette multiplication, ça nous donne le nombre d'étoiles dans l'univers. Mais après c'est une extrapolation, parce que alors je pense que ça a été raffiné. On peut regarder parce qu'on sait qu'il y a certaines galaxies qui sont plus grosses, certaines galaxies qui sont plus petites, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais bon, enfin je sais que c'est pas le sujet de ce soir. On va retourner sur notre molle, mais si l'univers est infini, on peut pas compter le nombre de galaxies. On peut pas compter. Ah oui, pardon, effectivement, oui. Donc alors ça, on en a sans doute déjà pas mal parlé de est-ce que l'univers est fini ou infini. Et du coup, effectivement, donc ça, c'est une question dont pour le moment on ne sait pas et dont on n'aura sans doute jamais la réponse. C'est la raison pour laquelle on n'aura sans doute jamais la réponse, c'est qu'on a accès qu'à une partie finie de l'univers. Oui. Comme la lumière va à une certaine vitesse, et que l'univers a un âge fini. Du coup, la lumière n'a le temps de se déplacer que d'un nombre fini de kilomètres depuis le début de l'âge de l'univers. Et donc, ça veut dire que on peut faire toutes les expériences qu'on veut, on n'arrivera jamais à dépasser s'il y a quelque chose qui est au-delà de cet endroit-là, et ben en fait, on le verra jamais parce que la lumière ne nous est pas encore parvenue. Et donc, donc voilà. Donc tout ce dont je parle, en fait, c'est souvent quand on dit ce genre de choses sur l'univers, quand on parle de choses comme ça sur la taille de l'univers, c'est sur l'univers observable du coup. C'est-à-dire c'est en gros 13,6 milliards d'années fois la vitesse de l'univers, fois la vitesse de la lumière. Ça nous donne la taille de l'univers, de l'univers observable, on parle. Mais on ne sait pas si l'univers observable est forcément plus petit que l'univers. Parce que il est pas plus grand, et encore, il y a des gens qui pensent peut-être qu'on pourrait avoir des univers observables plus grands que le vrai univers. Comme ça bouclerait, c'est-à-dire qu'en fait les galaxies qu'on verrait les plus loin d'un seul côté, en fait ça serait celle de l'autre côté. Voilà, bon, il y a des théories un peu compliquées. Mais voilà, mais par contre s'il est plus grand, il y aurait pas forcément de moyen de le savoir. Voilà. Ouais, d'accord. Et ben donc j'avais plus ou moins fini. Voilà. Et je vais finir par une petite devinette pour ceux qui ont bien suivi. Combien font 300 000 milliards d'atomes de TI? Eh bien, ça fait une demi-molle de titane. C'est pour l'introduction de ton épisode. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui, c'est très rationnel. Bon,
Et ben voilà. Et on a fait des digressions, mais c'était bien intéressant. Et donc moi maintenant, je vais vous parler d'un autre type de matériau qui est mou. Voilà. Et vous y attendez peut-être un peu, hein, mais on va surtout parler de vous, messieurs, et des problèmes d'érection. Voilà, parce que voilà, c'est à ce à quoi j'ai pensé en pensant à Science Molle. Enfin bref. Donc c'est vrai que bander mou, qui est pas une très belle expression, c'est parfois souvent un accident qui est vraiment stressant pour les hommes. C'est embarrassant, c'est lié à la psyché, ça peut être vécu comme un échec, cuisant parfois, parce que on a l'impression que ça porte atteinte à la virilité. D'ailleurs, pensez donc qu'on appelle ça de l'impuissance. C'est tout dire. C'est pas parce qu'on a eu un accident d'érection qu'on est impuissant, mais je pense que ce mot joue aussi pour quelque chose. Et en fait, les accidents comme ça d'érection, le dysfonctionnement érectile, c'est quand même assez fréquent. Et puis d'ailleurs, en parler, ça peut toujours aider peut-être à dédramatiser. Alors nous, sur Podcast Science, on vous aide peut-être un tout petit peu pour relativiser ce problème, parce qu'on n'a pas peur des sujets tabous et que surtout de nos jours, en fait, il y a quand même des remèdes efficaces à ces types de problèmes. Alors voyons un petit peu comment ça marche une érection. Eh bien, on va partir avec des légères notions d'anatomie, sachant que la verge, elle est en grande partie formée par les tissus qui sont dits érectiles, justement, qui s'appellent les corps caverneux. Il y en a 2, et le corps spongieux. Grosso modo, ce sont des tissus qui se gorgent de sang, et c'est ce qui provoque l'érection. Alors, à l'état flaccide, l'état mou donc de la verge, les muscles lisses qui se trouvent à l'intérieur de ces corps caverneux et les artères du pénis, tout ça se trouve contracté. Alors, on aurait pu croire l'inverse. Hein. On aurait pu croire que quand la verge est molle, tout est mou. Non, c'est l'inverse. Donc, encore une fois, à l'état flaccide, les muscles notamment sont contractés. Si vous êtes sous l'influence, on va dire, de stimuli psychologiques, tactiles, sensoriels, on vous dit des choses qui vous plaisent, vous voyez des choses qui vous inspirent. Donc tout ça, ces stimuli vont aller donc stimuler des aires corticales spécifiques dans votre cerveau. Et en retour, le cerveau va envoyer un signal nerveux qui va se propager le long des nerfs, notamment pour arriver dans les nerfs caverneux. Et ce sont ces nerfs qui donc se terminent dans les vaisseaux du pénis et qui vont libérer de l'oxyde nitrique, un gaz donc. Et c'est cet oxyde nitrique qui va diffuser dans les cellules musculaires des muscles et qui va entraîner une production d'une molécule particulière. En l'occurrence, ça s'appelle la GMP cyclique, dont le rôle est de détendre les artères, donc une sorte de vasodilatation. Et c'est cette vasodilatation qui va permettre d'envoyer du sang dans le corps caverneux et donc qui va faire se gonfler ces corps spongieux caverneux et donc qui crée donc l'érection. Et on peut penser que la verge se comporte comme une pompe à vide qui va aspirer le sang. Donc ces corps caverneux, c'est donc, comme j'ai dit, comme des éponges. Elles sont composées de travées fibreuses qui sont disposées irrégulièrement et qui se gonflent de sang. Et à mesure que ces corps se gonflent de sang, eh bien la pression intracaverneuse augmente. Elle augmente d'ailleurs beaucoup en fait. J'ai oublié le nombre, mais c'est une grosse pression. Et ça va du coup comprimer toutes les vénules qui sont environnantes et ça les bouche. Enfin, ça crée une occlusion des vénules et donc une diminution de l'écoulement veineux. Et donc, l'augmentation du flux sanguin entrant et la diminution du flux sanguin sortant, ça augmente encore la pression intracaverneuse et donc c'est encore une fois ce qui contribue à produire une érection. Alors, l'organisation fibreuse de cette verge, elle permet de l'allonger en forme de cylindre régulier plutôt que de se gonfler comme un ballon quand l'érection s'installe. À l'inverse,
la détumescence, donc le phénomène selon lequel la verge va perdre sa rigidité, résulte, elle, de la mise en tension des fibres musculaires donc qui se trouvent dans la verge et qui diminue ainsi la souplesse des corps caverneux. Et l'apport artériel, lui, va être réduit. Et là, il y a une stimulation neurologique. C'est probablement un mécanisme qui est médié par l'adrénaline. Et donc, le sang emprisonné dans la verge, il va s'éliminer par les veines caverneuses qui sont restées partiellement ouvertes pour alors permettre la sortie du sang. Et donc, la verge qui était sous tension perd de sa rigidité et se retrouve progressivement dans un état flaccide, donc par l'élimination rapide du sang au travers des veines. Voilà, vu comme ça, c'est pas très très compliqué. Alors, les pannes d'érection, maintenant, dont on va parler, on les grosso modo, on peut les classifier selon les causes ou selon leur fréquence. Et donc, celles qui sont occasionnelles, elles sont généralement d'origine psychologique. On est fatigué, on est stressé, on veut absolument être performant et ça nous stresse. Voilà, c'est l'accident et c'est plutôt souvent ce qu'on appelle la baisse de la libido. Alors la libido, qu'est-ce que c'est ? La libido, c'est la composante consciente de la fonction sexuelle. En gros, une diminution de libido, ça se manifeste par un manque d'intérêt sexuel. Pour simplifier, c'est ça. On n'a plus envie ou on n'a pas envie. Alors, ceci étant dit, il y a des maladies qui peuvent interférer sur cette libido. Alors, il y a des maladies qui sont plus ou moins graves, etc., comme l'hypogonadisme. Donc, c'est une diminution des glandes sexuelles. Mais aussi d'autres maladies comme une insuffisance rénale chronique ou même une dépression peuvent avoir comme conséquence une diminution de la libido. Et d'ailleurs, il y a jusqu'à 25% des gens qui sont diabétiques, des mâles effectivement, évidemment, qui peuvent correspondre à cette définition de l'hypogonadisme et qui engendre une diminution de la libido. Donc, encore une fois, le diabète, c'est pas du tout anodin comme pathologie. Il y a aussi des médicaments qui peuvent réduire la libido. Il y a notamment des traitements utilisés pour le cancer, notamment le cancer de la prostate, malheureusement. Pas mal d'antihypertenseurs et pratiquement tous les médicaments qui sont actifs sur le système nerveux central vont avoir un effet sur la libido. Il y a beaucoup d'antidépresseurs dont un des effets secondaires majeurs, c'est bien la perte de libido en fait. Et puis il y a aussi des dysfonctionnements, eux, qui sont réguliers de l'érection. Donc là, on parlait quand même plutôt des choses qui sont pas tout le temps. Alors que là, il y a des dysfonctionnements qui sont réguliers et qui sont, eux, plutôt mécaniques dans ce cas-là et qui sont plutôt dus, par exemple, à une mauvaise hygiène de vie. C'est vrai que le tabac et l'alcool, ça agit en fait sur l'érection. Les facteurs physiques peuvent être aussi favorisés par l'âge. Et puis, il y a encore une fois, de toute façon, des facteurs psychologiques divers comme l'anxiété et la dépression. C'est vrai qu'un stress chronique, il est possible que le taux de cortisol qui est élevé, plus élevé que la normale ou le taux de base lorsqu'on n'est pas stressé, ce cortisol soit responsable de mécanismes nerveux, par exemple, qui puissent empêcher la relaxation des muscles lisses de la verge. Donc là, c'est juste pour citer un exemple. Les causes physiques des pannes, on le sait, malheureusement, elles sont plus fréquentes lorsqu'on avance en âge, notamment après, allez, je vais dire 50 ans. 40 ans, ça va encore. Et puis les divers problèmes de santé qui se développent à cet âge, ils ont souvent des conséquences sur les performances sexuelles. C'est-à-dire que c'est pas l'âge en soi, c'est plutôt toutes les pathologies qui sont associées à l'âge en fait, notamment par exemple le diabète. Et donc on a aussi les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle qui peut avoir un impact, le diabète donc j'ai cité, mais aussi tout ce qui est cancer, mais aussi l'apnée du sommeil, les maladies inflammatoires chroniques ou des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson.
Alors, les bilans d'évaluation, quand vous allez voir un médecin pour ça, un neurologue, ça repose sur l'évaluation des pathologies qui sont sous-jacentes. On dose aussi le taux de testostérone qui a une activité sur la libido. On sait que la testostérone est produite donc par les testicules et qui a une action sur le système nerveux, plus précisément sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, si ça vous parle, qui est une structure du système nerveux central. Et puis cette action de la testostérone, elle est inhibitrice parce qu'elle va réduire l'activité donc de cet axe hypothalamo-hypophysaire, notamment en réduisant l'activité de l'hypothalamus. Et c'est cet hypothalamus qui a un gros rôle dans le développement de la libido. Donc c'est un autre exemple de boucle de Rextroff. Voilà, exactement. Exactement. Alors parlons des choses positives. Il y a quand même pas mal maintenant d'options thérapeutiques qui sont plus ou moins acceptables. Ça dépend des gens. Mais il y a quand même des médicaments. Alors le plus connu, c'est le Viagra. Le Viagra, dont le rôle c'est de diminuer la dégradation de l'oxyde de comment j'ai dit l'oxyde de non, c'est pas l'oxyde, je suis pas chimiste moi. Du nitrate du NO. J'ai perdu le nom. De l'oxyde nitrique, pardon. Cet oxyde nitrique, on a vu qui induisait la contraction des muscles. Et donc les gaz. Voilà, en fait. Okay. Et donc le Viagra augmente la concentration du NO. Donc il y a d'autres médicaments équivalents au Viagra et l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle leur mécanisme d'action plus précis, ce sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de la phosphodiestérase, donc encore une fois qui diminuent la dégradation du NO. À côté de ça, on peut donner, quand les choses deviennent plus sérieuses ou plus compliquées, des prostaglandines. Donc, c'est des molécules bien particulières que l'on produit naturellement, mais on peut se supplémenter en prostaglandines et parfois par injection, directement dans le pénis en fait, en injection intra-urétrale ou caverneuse. Donc ça se fait juste avant le rapport, c'est ce qui est le plus efficace et c'est un rôle mieux relaxant encore une fois. Donc érectile et l'avantage c'est que ça passe pas beaucoup dans le système veineux ou le passage systémique, ce qu'on appelle dans le système veineux artériel de l'organisme, ça reste plus ou moins localisé et le problème quand même c'est qu'à long terme ça peut développer des fibroses localement, donc ça gêne l'érection en fait. Il y a aussi des dispositifs érectiles mécaniques, notamment aspirés avec une pompe à vide. Donc on met le pénis dans une cloche et on fait une dépression comme une pompe, et ça attire le sang. Voilà. Et parfois on peut même se mettre un garrot à la base du pénis. Oui, non, mais ça marche. Ça marche, voilà. Est-ce que c'est acceptable? Ça dépend des gens, etc. Et puis enfin, il y a des dispositifs d'implants permanents, des implants chirurgicaux. Et donc dans le corps caverneux, on insère en fait un matériau qui va pouvoir avoir donner l'impression d'une érection permanente et qui mais souple en fait, suffisamment souple pour pas que ça gêne, mais suffisamment dur pour permettre d'avoir une érection. Et puis parfois ces dispositifs sont aussi équipés d'une façon plus sophistiquée par même des mécanismes à pompe où on pompe de l'eau salée à l'intérieur de ce dispositif qui encore une fois est inséré de façon permanente à l'intérieur du pénis. Voilà. Donc, il y a pas mal de solutions quand même, selon les soucis, selon les accidents, les problèmes, et surtout la façon dont vous voulez les résoudre. Et c'est ça qui est bien. Et puis, du coup, c'est bien d'en parler, en fait. Donc, pas de sujet tabou à Podcast Science. Voilà. Eh bien, nous en arrivons à la fin de l'émission. On a quand même des citations. Alors, en fait, j'en ai trouvé 3, mais je sais pas si je vais les dire toutes les 3. Et Clément, tu nous dis la première déjà. Ok.
Donc une citation de Coluche. Est-ce que vous savez ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé? Un chewing-gum. Faut pas toujours avoir l'esprit mal placé. Ouais, je le trouvais très bien celle-là. Ça m'allait tout à fait. Moi, j'aime bien le troisième. Eh ben, vas-y. Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort. Ce qui est mou triomphe de ce qui est dur. Lao Tzu. Voilà, philosophe chinois, né en moins 604. Bon, ça, c'est à méditer, hein, parce que ce qui est mou triomphe de ce qui est dur. Je sais pas. Ce qui est mou. C'est comme les biscuits, en fait. Les biscuits durs et les Bah oui, c'est dur à croquer. Dur. Bah ouais, c'est dur à croquer, un biscuit qui est dur. Je sais pas. Non, mais un peu comme le roseau, comme dirait La Fontaine, non? La Fontaine, oui. elle dit ça aussi, non? Ah ouais. Le roseau casse. Plie, mais ne casse pas. Plie, mais le chêne casse, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Non, bon. Moi, je l'interprète comme ça. Ouais. Du coup, j'interprète, je sais pas comment interpréter la première partie. Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort. Bah, c'est pareil. On associe la faiblesse avec la mollesse. Mais ça triomphe au final. Bon, je vous donne la troisième en même temps parce que pareil, il faut, je pense que chacun il peut y voir l'eau et son moulin. Pas mal. Parce que justement, c'est un proverbe persan qui nous dit « Sois comme le moulin, rends mou ce que tu as reçu sous une forme dure. » Voilà, je sais pas du tout si ça va vous inspirer, mais c'est un proverbe qui existe. Donc, rends mou ce que tu as reçu sous une forme dure. Donc, si tu as reçu une baffe qui est dure, il faut que tu la rendes mollement, quoi. Mais ou alors si quelqu'un te fait quelque chose qui t'a fait du mal, qui a été violent, il faut répondre par la gentillesse. Ça c'est bien, non? Comme interprétation. Vous avez pas l'air d'être d'accord. En fait là, parce que tu interprètes par rapport à deux personnes qui se en interaction. Oui. Mais en fait là, c'est rend mou ce que tu as reçu sous forme dure. C'est que ce que tu as reçu sous forme dure, tu peux en faire autre chose de plus délicat. Oui. Mais peu importe que c'est pas obligé que ce soit la personne qui a donné, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, je vois ça comme ça. Voilà. Écoutez, à méditer. Bon, voilà. Parce que cette fois-ci, on est arrivé à la fin de cette petite émission. Avant de finir, j'aimerais bien vous le rappeler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous aider financièrement via la plateforme Tipeee. Donc, toutes nos donations, elles servent à 100% à financer nos émissions, notamment nos radios dessinées. Voilà, donc tout ça, c'est très facile. C'est beaucoup plus dur pour nous de vous dire au revoir, mais nous ne mollissons pas. Et jamais nous ne serons des mous. Enfin, j'espère. Alors, à bientôt, en vrai ou sur les ondes. On vous dit bonsoir et que servir la science soit votre joie.